Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur notre antenne. Oh là là. Voilà, elle est meilleure comme ça. En ce jour, nous aurons l'occasion, pendant ces 2 heures de temps d'antenne, justement, de passer un excellent moment en votre compagnie, mais surtout nous tenterons tant bien que mal de comprendre encore les nombreuses questions qui se greffent à la République aujourd'hui. Et bien là, vous êtes très nombreux encore ce matin à nous retrouver, comme le veut bien sûr la tradition. Et bien évidemment, comment comprendre que les dernières injonctions de M. Georges Olanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local, en direction des maires jusqu'ici, ne soit toujours pas respecté, injonction qui lui imposait en même temps de demander à ses maires de faire des rapports sur la gestion des fonds Covid-19 qui leur étaient attribués. Où en sont-ils véritablement? Comment au final au Cameroun on choisit de ne pas communiquer sur des sujets aussi importants et cruciaux de la République? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en soit dans cet état de nature? Au-delà de la question portée en direction du ministre du développement, de la décentralisation et du développement local, les maires du Cameroun peuvent-ils au moins dire aux Camerounais ce qu'ils ont fait de ces fonds Covid-19? Pourquoi se taire devant une telle situation, comme ça a été le cas avec, on dira, les 180 milliards de francs CFA jusqu'ici non justifiés? Et au-delà de la question portée à votre endroit ce matin, une question qui finalement a tué la jeune Mirabel. Depuis hier soir, ça fait le tour de la toile. Beaucoup de Camerounais en parlent. Indignation, on va dire, générale. La jeune fille qui, souvenez-vous, il y a quelque temps, était passée sur la toile, se faisant passer pour celle-là qui se serait retrouvée dans une sextape, a quelques semaines après été violée justement par des individus encore mal connus. Au-delà des nombreuses plaintes et des attaques en même temps, la jeune, hier, est décédée dans un hôpital ici même à Douala. Et intervention faite sur les antennes de Radio Equinox dans le cadre du journal à 19h. Le frère aîné est revenu sur la situation. On en parlera assurément au courant de cette édition de 10-12, le Zénith. Charles Amel Mbathiou est avec nous ce matin. Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey-Engelek, y compris Isabelle Carozepetz, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. Nous serons servis. Bombok, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Nous le disions ici dernièrement par rapport à la famille dont on a laissé le corps passer 2 ans à la mort. Je disais, je reviens dans ces mêmes logiques pour parler des problèmes de succession. J'interpellais justement les 2 frères de Noubayou qui ne veulent pas qu'on enterre son père là. Le même problème se pose ici, la famille Levette. Ils sont 9 ayants droit à qui on ne veut pas laisser jouir des droits de succession de leur père, mais on crée un groupe des ayants droit Lovette. Voilà comment on t'entend. Mais sauf que m'appelle Lovette, allez-y, cher mon fils, vous avez saisi le maire, c'est comme ça, on pense au moins qu'il pourra revenir, vous aider dans cette procédure-là pour que le groupe ayant droit, alors que les ayants droit 9, ils sont connus. Voilà comment on est dans les successions de nos familles, on ne sait pas ce qu'il en est, on perturbe la quiétude de ce qui sont passés. Et quand ceux qui sont passés ne donnent plus l'énergie nécessaire à leur descendance, nous devrons comme ça, nous aurons nos yeux pour pleurer. Voilà très comment bien. se passe dans le famille. Merci, c'est bien entendu ce matin, mon Bengan, en espérant bien évidemment qu'il y ait une solution rapide autour de cette question évoquée sur notre antenne. Cher Lamel, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Il faut dire que ces problèmes de succession sont on ne peut plus grandissants dans la ville de Douala. Et précisément ces cas où Monsieur Michel Ngachou on a pris la peine d'écouter, 9 ayants droit, une seule dame qui décide de tout prendre. Elle a allégé la caisse familiale, Bombok a omis de le dire, vidé tout l'argent laissé par les parents, plusieurs millions de francs CFA. Elle évolue en complicité avec certaines autorités administratives et de la justice, certains présidents de tribunaux, certains avocats, certains greffiers. C'est toute une bande organisée qui se sont installés, M. Michel Ngachou, sur cette affaire de la succession Lovette. Ou avant que la décision ne tombe, on vient dire au 9 ayants droit, vous avez fait la requête ainsi, vous avez porté plainte. Non, voici le résultat. Et quelques jours après, c'est le résultat qui sort. Mais M. Michel Ngachou, on est quand même en train de se demander, mais où va la famille? On a accusé des familles polygames, c'est comme ça. Mais même dans une famille monogamique, on se retrouve à avoir 9 ayants droit, une seule personne s'arrange.
Mais c'est grave, devant les présidents des tribunaux, les greffiers, devant... Une situation quand même qui interpelle sur la crédibilité de la justice au Cameroun aujourd'hui. Et vous parlez bien sûr d'une affaire Levette et ça fait bien sûr scandale, au non seulement dans cette famille, mais là, la justice, son image est sauvagement et gravement entachée dans ce dossier, cher Lamé. Tout à fait, c'est pour ça que je dis souvent à mes filles ici, que laissez la polygamie tranquille. La polygamie peut même vous sauver. Quand vous avez une maman qui devient acariâtre, qui décide de détruire la famille de son mari, c'est un problème. Et là maintenant, il va laisser les successeurs, parce qu'il faut dire ces choses, ces successeurs qui n'auront plus de connexion spirituelle avec leur papa défunt, ça va se replier sur eux. Parce que c'est comme si la société a validé l'injustice. Ça veut dire que quand les tribunaux, les institutions accompagnent le faux, c'est comme si on veut valider le faux. Et c'est admis que le faux a été validé. Donc c'est mauvais. C'est un sujet en même temps qui mérite jusqu'ici une belle enquête. Nous y reviendrons justement, madame, messieurs, pour mieux comprendre où en sommes nous véritablement avec la justice aujourd'hui, puisque la justice est carrément incriminée. Et quels sont les procureurs qui tiennent quand même ce dossier entre les mains et qui ont choisi justement d'en faire ce qu'ils veulent. Isabelle Carozopet, ça va bien ce matin? Vous êtes en débat, vous êtes en discussion, bon, Bengan sur le plateau. Hein. Non, elle me soufflait que c'est bien avec mon beau. J'ai eu l'impression que ces cheveux vous mettaient mal à l'aise. Non, elle a l'obligation de me dire, voilà. de rendre gain. Bonjour à vous Isabelle Caro, ça va? Bonjour Michel Ngachou, bonjour Bonbon Bengan. Bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Je crois qu'à 25 ans, on a encore beaucoup de choses à donner. À 25 ans, on a la fleur de l'âge. À 25 ans, on commence à peine à pouvoir mettre ses marques, mais quitter ce monde à 25 ans dans des circonstances trop, c'est assez difficile quand même à digérer. Voilà, on a très bien compris pour la jeune Mirabelle. Bonjour à vous Dominique Audrey. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je ne vais pas revenir sur ce qu'on éprouve après le décès de Mirabelle Lingom, mais dire que depuis le début de la rentrée, entendez hier, dans les établissements scolaires, on voit les petites filles arriver avec les mèches sur la tête. Ouais. Ça veut dire quoi? Envoyer les enfants de la maternelle, de l'école primaire à l'école avec les mèches, avec les cheveux défrisés. C'est quoi le projet? Pourquoi on accepte ce genre d'enfants dans les établissements scolaires? Parce qu'il ne faut pas dire que c'est parce que l'enfant est encore en bas âge qu'on peut encore faire un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut avoir une certaine rigueur quand il s'agit de l'école. Et ces enfants, vraiment, pour des écoles sérieuses, ça n'entre pas. Des enfants avec de telles coiffures ne devraient pas entrer dans les établissements scolaires. Donc, on interpelle bien sûr les parents, les mamans qui nous regardent ce matin et qui laissent encore les enfants aller à l'école de fusillère avec les mèches sur la tête. Il y a d'autres qui coiffent seulement pour ça. Ouais. Qu'elle a coiffé l'enfant dimanche pour que l'enfant aille à l'école avec les mèches sur la tête. Les mamans qui refusent de nous écouter, Charles Amel et moi. Voilà justement. Eh bien, puisque vous parlez d'école, on va dans un instant rentrer dans l'histoire du jour. Mais avant, rappelez que la ministre des Enseignements secondaires vient de faire savoir qu'elle n'a pas été impliquée dans la question des 2000 francs de frais de Clean School, qu'elle ne se reconnaît pas dedans. Alors, on se demande au final qui a signé cette circulaire. Qui est celui qui se cache derrière cette circulaire, imposant bien sûr aux parents du Cameroun de donner 2000 francs de school clean. Et là, la ministre d'aujourd'hui qu'elle ne se reconnaît pas dans cette signature. Non, qu'on arrête ça, monsieur Michel Ngachou, qu'on arrête ce jeu. Qu'on arrête ce jeu qui va... Ça va plomber finalement. Vous voulez qu'on en parle? On en reparlera, Charles. Permettez. Elle a laissé que les parents payent d'abord. Pourquoi? On en parlera, puisqu'on va justement faire là-dessus. Est-ce qu'on va restituer cet argent aux parents? On en parle tout à l'heure. Mais on va voir ce débat, on ne peut pas laisser ça comme ça, Michel. Surtout qu'elle est à l'écoute de ce programme. Parce que les parents ne cessent de réclamer cet argent. On y reviendra. L'établissement scolaire, vraiment... Je vous le rassure, on y reviendra. Ça ne va pas, ça ne va pas, Michel. On va comprendre justement l'attitude de la ministre aujourd'hui qui dit ne pas se reconnaître les 2000 francs CFA. Mais avant, l'histoire du jour signée Dominique Audrey. On reste dans les écoles avec l'histoire de ce jeune homme d'à peine 20 ans qui est à l'université. Il dit que l'Église a tué sa famille, l'Église a désuni toute sa famille. Il dit que sa mère est catholique et qu'il a grandi dans ce mood-là. Il s'est retrouvé dans la ville de Bertois pour aller poursuivre ses études chez son oncle qui a un peu d'argent.
il faut dire que sa pension coûte sensiblement 400 000 francs et que ses parents ne peuvent pas payer cette somme dont son oncle paye les frais de son écolage. Il dit également que depuis qu'elle est arrivée dans cette église, il a trouvé que son oncle et sa famille étaient dans une église adventiste du 7e jour. Là-bas, les femmes ne portent pas de bijoux, là-bas on ne mange pas de porc, on ne mange pas de crevettes, on va à l'église tous les samedis et on ne mange pas le porc, donc selon Lévitique chapitre 11, donc il respecte scrupuleusement ça. Donc il est arrivé, son oncle lui a dit le premier samedi, toi tu nous suis, on va à l'église parce que sache que comme tu vis ici chez moi, tu vas devoir marcher comme je veux et chez nous ici c'est Dieu, c'est l'église et tout, donc tu vas devoir t'y arrimer. Il y est allé et son oncle est allé au point de lui dire que comme tu vois là, sache que tu vas te faire baptiser là-bas. Il appelle donc sa maman pour faire savoir à sa mère que voilà, tonton est à l'église et il dit que je dois me faire baptiser. Sa mère lui a dit non, non et non. Si tu essaies de te faire baptiser dans cette église-là, moi, je vais te tourner le dos. Tu vas aller à l'église tout simplement, mais tu ne t'impliques pas profondément dans leurs activités, encore moins le baptême. Sa mère fait donc convoquer son frère et autres à une réunion de famille. Et son oncle lui a dit, le frère de sa mère, il a fait savoir à sa mère que ton fils, s'il reste chez moi, va devoir suivre les prérequis qui encadrent la vie chez moi. Il va devoir se faire baptiser. Donc, à chaque fois qu'il y a une réunion de famille et que la question de la religion s'oppose, ça part en sucette. Des gens font des cacas nerveux. Donc, c'est intenable pour lui. Le jeune homme a appelé sa mère pour dire à sa mère que maman, moi, je ne peux plus continuer les études là-bas. Sa mère lui a dit supporte, tu sais que ton père et moi on ne peut pas payer cette somme et que pour pouvoir réussir dans la vie il faut souffrir un peu, mais de l'autre côté il ne veut plus rester là-bas parce qu'il ne veut plus aller à l'église, il ne sait donc pas trop comment faire, il reste, il supporte avec la vie qui est difficile ou alors il rentre chez ses parents dans la ville de Bafoussam se débrouiller avec du moins qu'il abandonne les études. Voilà, c'est un problème d'église aujourd'hui, Dominique Audrey. L'imposition justement des règles ou des principes lorsqu'on vit chez quelqu'un. Voilà. Et puis son problème c'est de faire quoi concrètement? Partir, rester? S'il reste, il va devoir continuer à l'église. Voilà. Mais surtout, et s'il part, s'il reste, il va à l'église et on paye les études. Mais surtout, il estime que l'église a divisé sa famille aujourd'hui. Oui, puisque sa mère est catholique et ne s'entend pas avec son oncle qui est adventiste. On ne s'entend plus. Son oncle refuse que ses enfants aillent chez d'autres membres de la famille parce qu'ils estiment que les autres sont possédés et il ne veut pas que ses enfants aient également des démons. Comment vivre justement lorsqu'on peut avoir des obédiences religieuses différentes? Comment s'accepter en réalité lorsqu'on est en société, qu'on ne voit pas les choses de la même façon, mais surtout comment vouloir imposer aux autres sa vision des choses spirituellement? La question mérite d'être posée ce matin. Bon, Bengan Kandji, comprenez-vous grand chose à ça? Oui, mais c'est là la source des problèmes de l'Afrique. Nous le disons depuis au moins 50 ans. L'Europe est judéo-chrétienne. L'Europe ne veut même pas faire avec les Arabes. Vous voyez la guerre qu'il y a là-bas. L'Asie est ce qu'elle est. Elle est dans la tradition. Le juif est juif dans le judaïsme. Le chinois est dans son bouddhisme, encadré par Confucius. C'est les Africains, quand ils règlent les problèmes de famille, ils les règlent en tant que témoins de Jéhovah, en tant qu'adventistes du 7e jour, en tant que catholique romaine, en tant que catholique gallican, en tant qu'église presbytérienne camerounaise, en tant qu'église évangélique. Voilà le sort, parce que aussi longtemps que nous n'aurons pas réglé le problème spirituel et religieux, c'est-à-dire que nous n'avons pas un imaginaire collectif sur ce qu'est Dieu, la vie après la mort, nous aurons des difficultés à vivre décemment le vécu quotidien auquel vous faites allusion. Ouais. Donc la vie de tous les jours est la conséquence de la résolution du problème spirituel de nous en Afrique. Maintenant, deuxième chose, qu'est-ce qu'on appelle le spirituel? Vous allez vous rendre compte que ces églises-là, regardez la colère qui s'abat sur les familles. Mais après, on vous dira que c'est les Africains qui sont les aérés. Ils n'aiment pas, ils sont jaloux. Or, les églises abrahamiques ne sont faites que pour la guerre. C'est une orientation religieuse qui est basée sur la guerre. D'abord, le protestantisme est né comment? Luther n'est jamais voulu créer une religion.
il est allé vouloir réformer l'église catholique romaine. Il y a eu au moins 1 million de morts. Et l'église protestante est née. La dite église protestante est divisée en 1000 autres églises. Donc, il faudrait que ce papa, parce que l'enfant a des problèmes, qu'il fasse le choix. Moi, je disais, j'allais dire, de laisser continuer ses études. Parce que la spiritualité, c'est l'âme de Dieu qui sommeille en toi. Et là, puisqu'il n'y a pas Dieu là-bas, dans ces églises-là, je te conseille d'aller, mon fils, on paie tes études, tu restes semblant, parce que le baptême, là, nous, on peut l'enlever. Oh là là. N'aie pas peur. Tu Oui, reviens. Ça, c'est sensible quand même. Hein. C'est sensible quand même. Mais attendez, religion, c'est une tradition. C'est la tradition judéo-chrétienne. Oui. Et la tradition, c'est aussi une tradition parce Totalement qu'on d'accord. oppose souvent, oui, tradition et religion. Alors, ils oublient que la religion, c'est une tradition. Enfin, la religion, La religion judéo-chrétienne, c'est une tradition. L'autre Ouais. religion musulmane, c'est une tradition. Voilà. C'est une tradition. Le bouddhisme, c'est une tradition. Le taoïsme, c'est une tradition. Mais quand on vient parler de la culture africaine, on dit la tradition. Alors, c'est une tradition. C'est le judaïsme, c'est une tradition. Donc, justement, va, fais tes études, mais chaque congé, tu te ressources avec tes ancêtres. Parce que chez nous, justement, la tolérance que nous, les Africains, nous avons, voudrait que notre cerveau est plus large que le cerveau des Occidentaux. Nous, les Africains, nous savons que s'il y a ceci, il peut aussi y avoir cela. C'est pour ça que nous, on ne se fait pas la guerre. Fais des études, quand tu iras bien, tu reviendras. Mais à chaque congé, si c'est possible, tu te ressources avec tes ancêtres. Tu laisses, ça te permettra de réconcilier et ta maman et son frère, qui est son oncle. Tu verras. Et tu vas porter la famille demain et sauver et les enfants de ton oncle et tes propres frères et sœurs. Voilà. Côté de ta maman. Alors, Chalamel, c'est une question, certes, on va dire très sensible quand même ce matin, parce que en face de des personnes qui sont impliquées dans la religion, si vous voulez, qu'elles soient judéo-chrétiennes, et qui s'entrechoquent parce que l'un va imposer ses choix à l'autre. Et du coup, les familles sont effritées, on va dire divisées. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce matin? Et à ces nombreuses familles qui nous regardent en même temps ce matin. C'est lorsque vous commencez à vous poser des questions sur le sens existentiel de votre vie que vous devez prendre les plus grandes décisions. Ouais. Il est au carrefour de sa vie. Il a un choix à faire. Et le choix, il a déjà fait. Il a déjà fait le choix. Vous savez, un jour, Jean-Paul Sartre donnait une conférence sur la question de la responsabilité. Être responsable, c'est quoi? Alors, il finit de faire sa conférence devant les médias et tout. Un jeune garçon s'approche devant lui et lui dit, grand maître, j'ai une question à vous poser. Jean-Paul lui dit, je t'écoute. Il dit, j'ai eu le concours de l'armée, je suis face à un dilemme, j'ai eu le concours de l'armée, j'ai envie d'aller défendre ma patrie, j'aime ma patrie, je veux envie de la défendre, mais d'un autre côté, je suis seul avec ma grand-mère, mes parents sont morts à la guerre, il n'y a que ma grand-mère, je n'ai pas envie de la laisser parce que je l'aime, j'ai tout mon cœur. Que me conseillez-vous, grand maître? Jean-Paul Sartre lui a dit, j'ai rien à te donner comme conseil. Les médias, tous ceux qui étaient là ont commencé à s'offusquer, que mais comment, vous qui avez la réponse à tout? Il dit non. C'est ça, être responsable. C'est faire un choix. En venant me voir, tu avais déjà pris une décision, tu voulais te rassurer que la décision que j'allais te conseiller de te donner allait épouser ta décision. Parfois, vous avez des gens qui viennent vous dire, ouais, j'ai tel problème avec ma femme, j'ai ceci. Vous lui répondez de manière, c'est qui ta femme? C'est encore lui qui vous convainc. Il soulève l'argumentaire pour vous convaincre. Non, oui, moi, mais j'ai d'abord pensé à ça. Mais est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas? Donc, il a une position. Le gars ne veut pas. Il ne veut pas l'église adventiste du 7e jour. Il est plongé dans son univers, à lui, son univers, son regard traditionnaliste. Il est là-dedans. Il ne veut pas sortir. Et c'est là que ça nous appelle à discuter avec ceux, moi je dis toujours, hein, avec tous ceux que je rencontre, des églises de réveil et tout, je dis, vous procédez dans vos églises de réveil à ce que j'appelle l'interprétation intellectuelle de la Bible. Il faut arrêter l'interprétation intellectuelle de la Bible. Et étrangement, c'est le concept qu'on a adopté pour l'Afrique. Et les pauvres, ils verront le royaume des cieux.
Je suis pauvre, mon frère, je n'ai pas besoin d'être milliardaire. Vraiment, parce que je suis pauvre, on a dit dans la Bible, je vais aller. Il ne cherche pas à comprendre dans quel sens, de quel type de pauvreté il s'agit. Vous voyez, on inculque certaines valeurs. La passivité, la tolérance, l'endormissement dans la Bible. Si on vous gifle sur la joue droite, regardez, vous allez vous rendre compte que mais c'est ça l'Afrique. Donnez à César ce qu'il y a à César. Mais oui, parce qu'on a dit dans la Bible. Vous savez, je vais vous prendre un mythe que beaucoup de personnes aujourd'hui, vous voyez dans pratiquement toute l'Afrique. On assimile les chefs à la panthère. Beaucoup de gens ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on assimile les chefs à la panthère. C'est tout simplement pendant lors des migrations, M. Michel Ngachou, les premières colonies d'Africains partant de l'Égypte pour l'Afrique, il y a eu un chef qui, sur le tracé, a donné naissance. Et ce jour, là où cette reine donnait naissance, une panthère elle-même aussi était en train de mettre bas M. Michel Ngachou. On a assimilé en disant, ils se sont retrouvés, désormais tous ceux qui viendront après seront de la lignée de la panthère. Vous voyez, toute l'Afrique, c'est ça. Il faut que les gens comprennent un ensemble de choses. On a pris le rituel, prendre le sang de la panthère pour faire un ensemble de choses. Vous allez à l'ouest, vous allez chez les Balouba, les Bakouba, vous retrouvez c'est la panthère. On s'assied sur la panthère. Mais ça, c'est une histoire. C'est une interprétation. L'Afrique australe. Lorsqu'on se retrouve donc à prendre le copier dans la Bible et faire le copier-coller, je lui répondais, dans la Bible, il est dit, Dieu dit dans la Bible que je n'aime pas les tièdes, je les vomis. Soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid. Alors si tu décides d'aller à l'église adventiste du 7e jour, monsieur tu pars. Mais si tu décides de ne pas aller, ne fignole pas. Les prostituées spirituelles, on n'en a pas besoin, monsieur Michel Ngachou. J'emploie les expressions qu'on emploie dans l'église. Les prostituées spirituelles, on n'en a pas besoin. Ou vous choisissez d'être avec l'église, ou vous décidez de ne pas en être et vous vous en retirez. Il ne faut pas qu'on se retrouve. J'avais coutume de dire, l'église a amené un ensemble de choses où, regardez la qualité de nos enterrements. Regardez dans les chefferies, des chefferies. Vous voyez dans une chefferie, voici la case, les lieux sacrés. Ici, on vient installer le prêtre pour qu'il fasse la messe. C'est deux mondes différents. Ça ne peut pas fonctionner ensemble. Il faut respecter. Donc je dirais à ce fils, suis ton chemin et c'est bon. Merci beaucoup, cher Lamine Badiou. Et bien là, en même temps, on salue ceux qui nous regardent ce matin et qui se sentent bien sûr concernés par l'histoire restituée par ce jeune homme et qui est à la croisée des chemins. Comment faire un choix? Le choix en même temps, c'est ce qui est peut-être difficile à faire aujourd'hui, Isabelle Carozopet. Oui, c'est difficile pour ce jeune homme de faire un choix, mais je crois que le choix en même temps aussi il est fait. Il ne veut pas. C'est ce qu'on retient, il ne veut pas. Pourquoi forcer quelqu'un sur des questions aussi sensibles? En ce qui concerne les appétits avec la religion, on le fait parce qu'on sent, on le fait parce qu'on se retrouve et on le fait parce qu'on y croit. Mais du moment où vous ne croyez pas, vous n'êtes pas d'accord et tout, pourquoi vous forcez? Quand on vous force, ce n'est plus ça. Vous n'êtes plus en train d'obéir aux Saintes Écritures. Et je ne crois pas que c'est ce qui est véhiculé par cette église-là. Voilà. Ce n'est pas le message qui est véhiculé d'obliger les gens à s'aligner. On n'oblige pas les gens à s'aligner. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de religions et il y va de chaque personne de choisir sa religion. Il y a des familles aujourd'hui, vous voyez, le parent est dans une église, la maman est dans une église et les enfants sont dans toute autre chose parce que c'est libre à eux de pouvoir le faire. Cet enfant a des études à sauver, on est d'accord, mais dans un tel climat, ce sera très compliqué de le faire. Parce que la famille dit, ok, d'accord, on n'a pas de moyens, c'est ton oncle seul qui peut t'envoyer à l'école parce qu'il a des moyens et tout. S'il aime tellement cet enfant, pourquoi il n'envoie pas de l'argent à ses parents pour pouvoir le scolariser, pour qu'il se retrouve en train... Pourquoi lui imposer justement c'est ce que je dis, c'est-à-dire que on peut aider des gens à distance, c'est ce que d'aucuns ne comprennent pas. On peut aider quelqu'un à distance, on peut envoyer de l'argent. Il y a des aides conditionnées. Il reste là où il est et puis il évolue. Parce que de là à dire, ok d'accord, pour que je t'envoie à l'école, il faut que tu viennes habiter chez moi, il faut que tu sois dans mon église, honnêtement, ce n'est plus une aide. Parce que là, il y a une condition derrière. Il ne peut aider cet enfant si et seulement si il va dans la même église que son oncle. Mais pour moi, ça ne tient pas parce que l'enfant n'est pas d'accord. Il y a son avenir qui en dépend. Et s'il n'y croit pas, pas besoin de le forcer. Il rentre chez ses parents. Si l'oncle en question tient à l'aider comme il le dit, il n'a qu'à envoyer de l'argent. Et l'enfant choisit notre école quelque part, il y va. Votre commentaire sur l'histoire de ce matin, Dominique Audrey, qu'est-ce qu'on dit à cet enfant, à ce jeune homme, comme bon nombre de jeunes hommes qui nous regardent ce matin et qui ont envie de comprendre comment faire son choix?
Peut-être revenir à la maxime de Chalamel concernant Jean-Paul Sartre. Vous êtes responsable, vous savez quoi choisir déjà pour vous. Je veux lui dire que la vie fait mal. La vie fait mal. Il y a des choix que vous ferez dans votre vie. Vous les ferez, mais ça va vous saigner. Vous le faites parce que vous vous êtes projeté dans le futur. C'est louable de vouloir aller à l'école. C'est louable d'avoir des envies, des projets, des projections pour son avenir. Mais avec vos parents, je pense qu'on ne fait pas de projections dans les poches des gens. Parce que vos parents et vous, on a prévu pour vous de grandes études. On vous envoie dans un établissement qui va coûter 400 000. Mais vos parents savent pertinemment que de leur poche, ils ne pourront pas débourser cette somme. C'est déjà un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul parce que vous aurez cet argent au gré des humeurs de la personne qui va vous donner de l'argent. Et je crois que quand on veut avoir une certaine indépendance, on ne se base pas, on ne se focalise pas sur les avoirs des uns et des autres. Donc déjà, pour ça, votre oncle aura toujours un ascendant sur vous parce que c'est lui qui va tout faire pour vous. Si vous vous retrouvez dans une famille, je veux parler même simplement de cet oncle-là qui va à l'église parce que même dans la Bible, en Matthieu 15, déjà, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, moi je vous entends déjà parler. Dans la Bible, moi j'aime bien il y avait des versions comme ça. Oui, des versets tant pour moi. Oui, il y a un verset qui dit « Mon peuple me loue du bout des lèvres Ouais. et dans le cœur ce n'est pas ça ». Ce garçon est le prototype de ça. On chante Dieu du bout des lèvres, mais au fond de ça, ce n'est pas ça. Ce garçon est intéressé par ce que Charles Hamel dit tous les jours. Lui, il aspire plus à la tradition, parce que même le catholicisme où sa mère est, ce n'est pas forcément son filon. Mais là-bas, chez les catholiques, c'est un peu libéral. Il peut aller ou il peut ne pas aller. Là-bas, on ne va jamais lui dire « Viens ». Parce que son oncle arrive au point où le samedi, il est complètement interdit d'aller à l'école. Vous voyez déjà que vous perdez. Si vous perdez un CC, si vous perdez une session normale qui se tient un samedi, ça aurait servi à quoi de payer cette année scolaire-là? Oui, peut-être on va me taper sur les doigts de lui dire de rentrer chez ses parents, mais jeune homme, si vous êtes déjà à l'université, il n'est jamais trop tard pour repartir à l'école. Si vous avez la possibilité de rentrer chez vos parents, de chercher votre argent et de financer vos études, même en cours du soir, après avoir travaillé, vous avez la possibilité de le faire. Parce que dans la Bible, la même Bible que prit votre oncle, on prône le libre arbitre. On prône, Dieu donne la possibilité à chacun de faire des choix. Et on vous dit tout de même que dans vos choix, souvenez-vous de la chanson d'Excel, jeune homme rejute pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs de la chair. Mais sache que au dernier jour, si tu es allé un peu trop en excès, parce qu'il y a des normes dans toutes choses, tu vas devoir répondre de tes actes. Je pense qu'il serait plus répréhensible pour vous de continuer d'aller à l'église parce que ça ne sert absolument à rien. Ouais. Donc avec vos parents et respectueusement, parce qu'il ne faut pas cracher sur ce que votre oncle a fait pour vous. 400 000 déjà pour quelqu'un, c'est déjà beaucoup, mais il faut dire à vos parents vraiment, papa, j'ai peut-être à peine 20 ans et tout, mais je ne peux pas continuer, je suis conditionnée, avec ma tante ça ne marche pas à la maison, donc je préfère rentrer et trouver de nouvelles orientations, c'est mieux. C'est des questions en même temps sensibles. Ce matin, je voudrais, pour qu'on sorte rapidement, Chalamel, puisqu'on demande la parole, en 30 secondes, Oui, vous voulez faire un petit ajout. Je voulais dire que vous avez vu, la Bible a subi tellement de modifications, c'était pour accompagner ce qu'a dit Dominique Audrey, a subi tellement de modifications. Hier encore, je suis tombé sur une autre version de la Bible où les textes ne corroborent pas les différentes Bibles, c'est-à-dire l'interprétation. Alors, suivant que vous êtes dans une religion X ou Y, l'expression, la virgule, le point, les 3 points de suspension, le point virgule, les 2 points peuvent renvoyer à toute autre chose qu'à ce que vous croyez, M. Michel Ngachouda. Il faut faire très attention parce qu'il y a de l'escroquerie qui est rentrée dans ce nouveau produit qu'on vend à tout le monde, Jésus-Christ. C'est le seul produit qu'on qui passe sur le marché. Regardez les dernières images pour vous dire que l'Afrique reste au devant avec Alpha Condé. Lorsqu'on attrapait Alpha Condé, vous avez vu au devant, c'était un traditionnaliste qui était devant avec tous ses choristes, M. Michel Ngachou. Il a dit, vous êtes grand maître dans les loges occidentales, mais ici, en Afrique,
Vous avez vu tous les trois, regardez toutes les Oui, images. son apparence. Vous allez voir ce monsieur avec ses, on appelle ça, dans le langage des Blancs, c'est gris, mais nous on appelle ses attributs. Monsieur Michel Gatchou, il a réussi à contrôler toutes ces valeurs ésotériques étrangères. Ça ne vous amènera nulle part, parce que lorsqu'on frappe le sol, là où vous êtes né, ça vous attrape. Merci beaucoup, cher Lamine Batchou, ce matin. Et nous sommes très heureux en même temps, madame et messieurs, de partager cette antenne avec vous. Et comme chaque matin, vous êtes aussi là à comprendre les réalités qui entourent le Cameroun aujourd'hui. Comment comprendre ce qui va, bien sûr, se dire, je préfère me taire. Et c'est de le flanc à Charles Lamel qui s'exprimera encore dans le cas de la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du lancement du 4e recensement général de la population dans un flou total au Cameroun, et ce depuis 2015. À quoi nous aura servi les différents recensements de la population dans ce pays? Le Cameroun a déjà réalisé 3 recensements généraux de la population et de l'habitat. En avril 1976, en avril 1987, en décembre 2005 et celui de 2015 qui, entre guillemets, n'a toujours pas commencé jusqu'à ce jour. Précisons que les résultats de 2005 avait été publié en avril 2010 sous fond de polémique à cause de multiples dysfonctionnements constatés au terme du processus. Celle de 2015 a elle aussi fait chou blanc. Instruite en 2015 par le président de la République, l'opération qui devait permettre au gouvernement d'avoir les données nécessaires à la planification du développement est entrée étonnamment dans les oubliettes alors que le pays venait à peine d'entamer un nouveau septennat. Ces recensements réalisés n'ont pas fait l'objet d'un programme d'assurance qualité explicite, bien que des mécanismes de contrôle de qualité recommandés par les Nations Unies aient été mis en place pour garantir la qualité des données et la fiabilité des résultats. On parle des tout premiers recensements. Où se trouvent à ce jour les données portant sur le recensement général de la population et de l'habitat dont la phase de cartographie avait été littéralement bouclée sur le terrain et dont l'essentiel devrait être de disposer d'indicateurs socio-démographiques et économiques actualisés. Combien sommes-nous vraiment au Cameroun? Telle est la question qu'on se pose. Comment comprendre qu'on ne sait qui on soigne, qui on éduque, qui on forme dans ce pays? Peut-on dire à ce jour qu'on maîtrise l'effectif de la population? Pourtant, on sait que l'objectif des recensements visait à déterminer exactement le nombre de populations, les infrastructures, la qualité des plateaux techniques pour les formations, la qualité pour les établissements scolaires. A-t-on donc réussi à déterminer à ce jour les caractéristiques de l'habitat, les équipements et outils de production des ménages, à étudier les éléments du cadre de vie de la population, établir la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement? Que non. A-t-on réussi à actualiser le fichier national des localités, d'en constituer une base de données socio-démographiques, de saisir les mouvements naturels et migratoires? Que non. Et de présenter la structure de la population selon le sexe, l'âge et les caractéristiques socio-économiques et culturelles? Que non. Non, non, non et non, nous sommes loin de là. On n'a pas les données sur les naissances, sur les décès, l'habitat, l'instruction, l'emploi et l'habitat. On parle donc de recensement général de la population. Pourquoi? Si avec exactitude, on ne peut pas se prononcer sur de telles questions. Comment comprendre donc ces budgets faramineux adoptés par le comité technique de ce 4e recensement de l'histoire du Cameroun, qui est estimé à 25 milliards de francs CFA,
l'ensemble des travaux. Aujourd'hui, on apprend que la collecte des données dans le cadre du 4e recensement général de la population camerounaise se fera directement au moyen de supports numériques tels que des tablettes. Pour quel coût financier, allez savoir, ou mieux, on le fera avec les ordinateurs PB. On parle de 33 000 smartphones et tablettes déjà paramétrés et équipés d'applications avec carte embarquée. Sauf qu'à ce niveau, il y a encore une grosse incongruité. 33 000 appareils achetés, mais 300 jeunes formés à l'utilisation du GPS et des tablettes pour la collecte des données depuis février 2016. Jusqu'à ce jour, on n'en a plus parlé. Comment comprendre que les opérations de dénombrement principal dans le cadre du 4e recensement général de la population et de l'habitat du Cameroun, annoncées depuis bientôt 2 ans, n'ont pratiquement pas démarré sur le terrain? Quelle sera la fiabilité de ce recensement au vu des multiples crises? N'y a-t-il pas lieu de voir encore un autre mensonge? On va recenser qui? Au nord, à l'extrême nord, dans la Damawa. On va recenser qui? Dans le sud-ouest et dans le nord-ouest? Question. Charles Amel Bathiou, justement, dans cette colère exprimée ce matin, Madame, Monsieur, 4e recensement en vue au Cameroun. Comment allons-nous justement vivre cela? Comment le Cameroun ou le gouvernement camerounais compte-t-il rendre possible ce recensement aujourd'hui? Est-ce qu'il était temps? La question est posée. Où en sommes-nous depuis un petit moment quand même, Isabelle Carozoupet, que ce soit maintenant que l'on revienne à cette question de ce 4e recensement? Je crois. Allez-y, allez-y. On peut vous écouter quand même, ça va? Oui, je crois que ça va. D'accord. Bon Benga pourra peut-être prendre le relais. Bon Benga, comment vous comprenez justement cette question du 4e recensement? Oui, tout à fait. C'est tout à fait normal et Charles Amel l'a relevé. C'est par rapport au nombre de la population qu'on imagine des projets de développement. Et là, ça fait partie, j'allais dire, des calculs qu'on peut imaginer à peu près exacts parce que même s'il y a beaucoup d'estimations. Mais moi, le seul recensement que je conseille au Cameroun d'adopter, d'appliquer et de prendre des estimations, c'est le recensement de 1976. Merci beaucoup. 1976, 1976, Oui. 1985, le reste, c'est foutaise. Oui. D'abord, le dernier, le chef de l'État nous avait donné un jour férié. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'est jamais venu me recenser. Voilà. Moi, j'habitais Douala, en Katibali. J'avais appelé mon papa qui était à Sabemé. Je vais voir que bon, peut-être que on peut l'avoir recensé là-bas en disant que j'ai 1000 enfants, que voilà. Lui-même, on n'est jamais passé. On n'est jamais passé le voir. Donc, en fait... Vous voulez qu'on retienne encore le chiffre de 20 millions de Camerounais jusqu'ici? Oui, j'ai dit, c'est le recensement de 1976 qui est ce qu'on appelle recensement dans les chiffres économiques. Parce que nous, les Bantous, nous sommes scientifiques. Je me rappelle encore de la feuille de route qu'avait remis le président Aïdjo au président Paul Biya. Bon, c'était en catimini. Il lui en avait parlé le 2 novembre et après, le 6, après la passation des services, le pouvoir, pardon. Il lui avait dit que le taux d'augmentation de la population était de 2,3% et que le taux de natalité était de 3,7 naissances. Il lui disait que si on maintient avec la carte sanitaire de l'époque et les améliorations qu'il lui avait confiées, le taux d'augmentation de la population allait être de 3% en 1985, 3,5% en l'an 2000. Ça ramenait donc la population de 1976 qui était à 7 millions à 16,5 millions en l'an 2000 et à 40 millions en l'an 2025. Voilà grosso modo les détails. Vous allez les retrouver dans le document parce que lorsque le président de la République actuelle lance le 6e plan quinquennal en août 1986, où il disait que non au FMI. Bon, Oui. 2 mois après, son ministre des Finances de l'époque, ça doit être nous dit que mais non, on est même déjà au FMI. Bon, c'est pour comprendre. Donc, il s'était basé sur ces résultats-là, justement, pour organiser les politiques de développement.
Donc, lorsque nous sommes aujourd'hui en 2021, nous sommes donc, disons, vers 30 millions, parce qu'en 2025, donc dans 4 ans, on sera à 40 millions. Donc, on s'achemine vers ce type-là. Donc, il aurait donc dû les prendre, ou alors, s'il veut faire un réellement, il était, à l'époque, en 1976, il venait d'être nommé Premier ministre. Donc, il a la base de prendre les mêmes schémas qu'il avait pris et faire un bon recensement. Très bien. Mais bon, malheureusement, c'est très important qu'on comprenne ça ce matin, mais surtout dit aux Camerounais, il y a un plan qui se prépare. On voudrait bien recenser les Camerounais dans les jours à venir. En 2021, c'est le faux. Comment on peut recenser? C'est la volonté est bonne. Mais maintenant, comme disait Charles Amel, est-ce que c'est pas péremptoire de dire que c'est le faux quand même, bon Bengan, parce mais que... cher ami, lui-même le président, j'ai vu dire qu'il avait donné un jour férié. Lui-même n'avait pas travaillé. Les gens étaient arrivés à la présidence, on l'avait montré, mais ils ne sont jamais passés dans notre quartier. Ouais. Jamais. Donc, il dit, et justement, je me rappelle, le ministre de l'économie à l'époque, je pense, s'appelait Augustin Frédéric Kodok, il avait contesté cela. Il avait dit que la manière, parce que les gens ne sont pas formés, la manière avec laquelle ce recensement est en train d'être lancé et fait, il doute. Économiste de son état, il avait dit qu'il doute de la fiabilité des chiffres qui sortiront de ce recensement-là. Alors aujourd'hui, c'est un membre du gouvernement qui l'avait dit. Aujourd'hui, notre projet justement est en voie d'être lancé. Avec, je reviens à vous justement. Oui, du moins, on va voir la matérialisation de cela. Croyez-vous qu'on sera servi à la même sauce que ce qu'on a eu au dernier recensement, dont on n'a toujours pas de résultats qu'aujourd'hui? Mais comment est-ce qu'on peut aller à un prochain recensement quand l'ancien déjà, jusqu'ici, on n'a pas pu avoir des comptes, on n'a pas pu avoir un compte rendu assez clair pour avoir des chiffres exacts? Et on parle d'un autre recensement qui se fera sur quelle base? Je me pose bien la question. Quand on regarde encore jusqu'ici tout ce qui se passe dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, ça se passe comment pour faire un recensement, Michel Ngacho? Parce que si on fait un recensement, on le fait sur la base de la population, quand même. Dans une zone comme celle-là, qui est en proie à une crise depuis 4 ans, où on a complètement perdu des repères. Vraiment, je veux bien comprendre là où on commence dans une telle zone pour procéder à un recensement. Ouais. Ça se fera sur quelle base? Donc ça veut dire que venir aujourd'hui parler d'un autre recensement, c'est se moquer des autres. Parce que les chiffres seront erronés. Vous allez faire comment pour avoir des statistiques assez claires de ce côté? Ce sera impossible. Bien même si on veut laisser le nord-ouest et le sud-ouest, si on fait même un tour dans le septentrion, on n'est pas épargné. Là-bas également, on a l'insécurité qui est toujours assez présente, qui inquiète des populations, qui les contraint à pouvoir quitter des lieux, qui les contraint à aller dans les pays voisins, qui les contraint à aller dans d'autres villes et tout. La population est éparse. On fait comment pour procéder à un recensement là-bas? Donc, vous voyez que si sur 10 régions, on a déjà 3 qui sont vraiment en instabilité, les 7 autres qui ne sont pas épargnés de bien d'autres choses, comment procéder? Ça veut dire en réalité qu'on ne peut pas parler de recensement tant que le Cameroun n'est pas... On ne peut pas. Pour parler de recensement, il faut un minimum de stabilité. Si vous avez déjà 3 zones qui sont durement frappées par des crises aussi sévères que celle-ci, comment est-ce qu'on pourra procéder à un recensement? C'est pour ça que je dis que les chiffres seront erronés. Encore que pour le dernier recensement, jusqu'ici, on n'a pas eu de chiffres. Et je crois qu'à cette époque, on ne parlait même pas encore de crise. Voilà, on ne parlait pas encore de crise anglophone. C'était pas encore vraiment comme maintenant. Là, on n'a pas pu avoir une exactitude, une traçabilité, une transparence dans les chiffres. Aujourd'hui encore, qu'il y a tout ce qu'il y a autour, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'avancer. On est très mal là, Dominique Audrey. Hyper mal. On est très mal justement avec ce 4e recensement initié. Finalement, qu'est-ce que le gouvernement camerounais nous sert? On nous sert que des choses qui semblent ne pas marcher. Rien ne marche alors, c'est ça? Selon vous, qu'est-ce qui marche? Votre pays, notre pays, est gouverné sur la base de quoi? Les prévisions budgétaires se font sur la base de quoi? Les budgets de communes se font sur la base de quoi? Du tâtonnement. Parce que si on donne un budget à une commune, c'est par rapport à une population bien précise. On donne donc l'argent aux gens. Pourquoi?
On construit les hôpitaux, les écoles et tout, les trucs improvisés là sur la base de quoi? C'est à ça que sert le recensement. Lorsqu'on fait un recensement de la population, en dépit du fait qu'on veut l'âge, la profession, les moyens de transport, les logements, ça permet de faire des prévisions sur un certain temps. Et les recensements, je crois qu'on fait en principe toutes les 5 années. Si je ne me trompe. Ouais. Ben, chez nous, en 40 ans, on en a eu combien? On en a eu 4 qui laissent même... C'est 4? Pas 4, non. On en a eu... En 87, 2005 et voilà 2015. 2021. 2015. Est-ce que vous avez eu les résultats? On a lancé en 2015, ça n'a jamais démarré. Et nous sommes en 2021. Bon, c'est maintenant que ça va démarrer. Donc, on est à notre 3e. Non, on va au Beaucoup 4e, d'années là. après. On va au 4e. On a eu les résultats 2015. Donc, vous comptez, vous avez composé, je sais même pas, vous n'avez pas payé la pension, mais vous voulez avoir les résultats pour aller en classe secondaire, je sais pas trop, à une autre classe. Non, ça ne compte pas parce qu'on n'a pas eu les résultats. 76, 87, 2005 et 2015. Nous sommes dans le recensement de 2015 jusqu'à maintenant, on n'a pas encore commencé. Oui, donc on attend C'est le encore. 4e? On en a eu 3. On en a eu 3 jusqu'à ce que quelqu'un vienne cogner à ma porte. Je ne croirais pas. Je ne croirais pas. Pas tant qu'on ne vient pas se placer devant ma porte pour me dire quelque chose. 2015 quand même, c'est vaguement Bengan pense, enfin, le dit, lui n'a jamais vu personne chez lui pour se faire recenser. Vous avez vu des personnes chez vous? Tellement j'ai vu, j'étais encore très jeune quand même. Oui, on passait et puis on badigeonnait les maisons avec des croix de Saint-André. Et voilà, on identifiait les maisons, etc. Mais c'est dire au final que c'est mal conçu, c'est mal cousu, c'est mal ficelé pour qu'on ait un réel recensement au Cameroun. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait problème de Nicodon? Si on est dans des pays normaux, dans des pays où tout se passe normalement, le recensement permet d'avoir une certaine traçabilité sur certains projets. Donc, ici, comme les projets ne bénéficient pas de cette traçabilité, ou bien on ne voudrait pas que les projets aient du sens, il n'est simplement pas question de faire ça. Il n'est pas question de faire ça. Parce que si vous dites, ici à Bonancois, moi je dis n'importe quoi, on a 40 habitants et en face à Bali, on a 60 habitants. Donc pour les populations de Bonancois, moi, il leur faut peut-être une école ou bien un district. Et de l'autre côté, il leur faut peut-être... Ce qui est plus grand que le district, c'est quoi? Arrondissement, il y a l'arrondissement. C'est l'arrondissement ou le département? Oui, le département. Non, l'hôpital de district. Oui, Donc, il faut quoi? L'hôpital d'arrondissement. Voilà, il leur faut un truc un peu plus grand que ce qu'il y a à Bali. Sauf qu'on ne vous donnera rien ici à Bonancois, moi, et rien encore ici à Bali. Il n'y a pas de prévision. Pourtant, c'est par rapport à ça qu'on fait des projections. Et le recensement, selon le décret, pour ce 4e, prévoyait qu'on devait recenser les prisonniers, on devait recenser toutes les personnes qui travaillent sur des chantiers depuis un certain temps, qui n'ont pas d'habitation fixe. Il était question d'aller faire le recensement de ces personnes-là. On devait faire le recensement également des élèves qui étaient dans des internats. Donc vous voyez que le décret prévoit un certain nombre de choses qui ne sont même pas faites depuis, vous avez dit 2015. Voilà. 2015. Voilà. 2015-2021, c'est très compliqué, cher la même match. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Que doit faire le gouvernement? Comment doivent se comporter les Camerounais? Monsieur, est-ce qu'on est prêt là? Nous ne sommes pas prêts, on ne sera jamais prêts, monsieur Michel Ngachou. On est en train de tourner dans une sauce gombo où à chaque minute, on donne l'impression qu'on veut se lever, mais pourtant on est en train de glisser. Vous avez vu quelqu'un dans le sable mouvant, on lui dit ne bouge pas, tu vas tout doucement couler, mais ne bouge pas, reste sur place, ne te débat pas. C'est ça ce qu'on est en train de vivre dans ce pays. Chaque discours du président idiot, en fin d'année, M. Michel Ngachou, il rendait compte du taux de natalité. Il rendait compte du taux de mortalité, il rendait compte de l'habitat, il rendait compte en termes d'instruction, en termes d'emploi, en termes d'habitat. C'est très important. Il disait, par exemple, cette année, on a eu beaucoup de naissances. Cela prouve que sur le plan médical, cela prouve que les foyers se portent bien, cela prouve qu'il y a une stabilité. On a eu beaucoup de décès.
cela démontre encore des décès dus à telle maladie, telle. Nous nous engageons l'année à venir à travailler sur X, Y, Z, travailler sur tel, nous projeter, améliorer tel système. Dans le domaine de l'habitat, on s'est rendu compte que les gens continuent de construire dans des matériaux précaires. Il y a eu beaucoup d'éboulements. Cela démontre que la qualité des matériaux, nous serons au niveau de la douane rigoureux sur la qualité des matériaux qui entreront dans la douane au Cameroun. Nous allons revoir cela. On a eu beaucoup de glissements de terrain. Cela pose qu'au niveau des domaines, les cadastres d'occupation des sols posent un problème. Nous allons mettre sur pied des plans pour permettre à tous d'éviter cette zone et de faciliter l'obtention des terrains. Sur le domaine de l'emploi, Monsieur Michel Ngatou, c'était le discours d'Aïdjo. Y compris le réseau routier. Le réseau routier, c'était le discours d'Aïdjo. Nous avons étendu telle route à telle zone, telle zone, les populations de telle. Grâce à cette ouverture de l'axe dans l'État, nous avons pu augmenter dans nos marchés telle quantité de manioc, telle quantité. C'était ça le discours. Vous irritez les Camerounais. Oui, il faut qu'il soit irrité, Monsieur Michel Ngatou. Il faut qu'il soit même encore plus choqué. Mais c'est ça la réalité. C'est ça le raisonnement. Mais oui, Monsieur Michel Ngatou, nous nous sommes rendus compte que le taux de mortalité dans la localité, dans la région, dans la province de l'Est a augmenté. On a enregistré des maladies comme ceci, cela. Nous passons cette zone en zone prioritaire. Nous nous sommes rendus compte que dans le MAM, il y a eu beaucoup de cas de cécité dû à la maladie ou cécité des rivières. Nous allons nous atteler, mettre des campagnes pour développer. C'était ça le discours d'Aïdjo à l'époque, M. Michel Ngatou. Donc, ça partait de quoi? D'un recensement. On partait d'un recensement. Le recensement portait sur les caractéristiques de l'habitat. Comment les gens construisent? Est-ce que ces constructions répondent, M. Michel Ngatou, aux qualités, aux standards prévus par l'administration de l'époque? Oui, regardez comment les gens construisent au Cameroun. Regardez comment on construit au Cameroun. Jamais on a fait de commentaires. Il était question d'étudier les éléments de cadre de vie de la population. Est-ce que les populations, on arrive à Bepanda, est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des centres de santé? Est-ce qu'il y a des unités d'intervention rapide? Est-ce qu'il y a on pose tous ces prérequis, l'amélioration du cadre. Est-ce que le marché permet facilement d'écouler, de faire rentrer des produits? C'était ce sur quoi on devait travailler. Il fallait, M. Michel Ngatou, procéder à établir la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement. Si on demande aujourd'hui, poser la question à un Douala, vous êtes combien de Douala de chez Douala, natif de Douala? Vous êtes combien? On n'en aura pas. Vous partez dans le Mungo, vous êtes combien de Bakaka, de Mbo? C'est ça le recensement dans la population. Vous êtes, mais monsieur Michel, de quoi a-t-on peur? C'est autant d'interrogations qu'il faut se poser aujourd'hui parce qu'à côté de cela, il y a les données sociaux. À vous entendre, on risquerait justement de ne pas l'avoir. On a très peur. Bon, justement, pour étayer ce que Charles Hamel a dit, je vous dirais le 4e plan, parce qu'on y parle là des plans quinquennaux. Chaque fois, il énonçait quelque chose. Le 4e plan quinquennal allait de 1976 à 1981. C'est pour ça qu'il y a eu recensement. Il avait dit à Idio que sur le plan économique, par exemple, nous ne devons plus compter sur l'apport extérieur. Nous devons compter sur nous-mêmes. Et il avait séquencé ça de cette manière. Le secteur industriel et énergétique doit se tailler la part du lion avec 31% des investissements contre 17% dans le secteur rural de ces infrastructures-là. Et il allait plus loin. Par exemple, la priorité devait être accordée, c'est lui qui disait dans ce discours, au développement de la recherche minière. Par exemple, il vous dit son lolo sera fait, lac d'eau Bamendine, et qui prévoit l'extension de la CELUCAM et de l'ALUCAM. Donc, en fait, l'extension que l'ALUCAM fait là, pour dire on va construire quelque chose à Kribi, c'était déjà prévu dans le 4e plan quinquennal. Le 5e plan quinquennal, donc, il remet la feuille de route au président Paul Biya, parce que quand il prend en 82, il fait la suite de ce 5e plan quinquennal là. C'est là où il prévoyait la construction de complexes agro-industriels. C'est d'où la création de centre vétérinaire de Ngaoundéré. Et il y avait déjà 42 000 hectares de terrain dans le Ndonga Mantoum et l'Umbui, dans le nord-ouest, pour contenir les zones rurales. Avec l'expansion à Yabassi, avec le projet qu'on appelait Service national de participation, Service civique national de participation au développement, qui était encadré par le colonel Etonde. Donc, comment, et c'est pour ça que je vous disais que la ville de Nkondjok,
dans le camp était conçu par les gens qu'on arrêtait dans les rafles les ici. rafles. Très bien. On leur donne de l'argent avec le terrain et tout ça a été contrôlé. Merci beaucoup, mon Bengal. Merci. Traçabilité, comme disait Dominique Audrey. Cette colère en même temps mérite d'être, rendue comme Charlamel a très bien fait. Merci à vous, Charlamel. Merci à vous tous et à toutes en même temps parce que là, on se rend compte qu'on est mal barré. On se rend compte qu'on est foutu. Bonne vaseline, c'est entré et voilà, nous en sommes aujourd'hui. Ouais, belle vaseline. Sans Non, non. vaseline, Gatchou. Ah, comprenez c'est sans même- vaseline en c'est même temps. Vous hein. comprenez. C'était une chirurgie sans Incroyable. anesthésie. Merci. Allez, tout de suite, madame, messieurs, on prend une pause sur notre antenne et on se retrouve pour la continuité.